Bonjour et bienvenue à une édition spéciale des Garrity Talks avec les gagnants des prix Agence de l'année par pays. Chacun des jurys exécutifs qui s'organisent autour du monde choisit le prix d'Agence de l'année pour leur pays parmi les inscriptions du Portfolio 4. Pour participer, il faut inscrire un reel avec trois campagnes faites la dernière année. En 2024, Garrity Awards a eu une séance du jury à Paris et le prix d'Agence de l'année pour la France a été décerné à BETC. Aujourd'hui, nous accueillons Mathieu Logier, directeur général, et Mathilde Lançon, directrice générale adjointe de BETC. Bienvenue et merci d'être venu d'être aujourd'hui avec nous. Bonjour Merci. Lucia, merci beaucoup, merci pour l'invitation, on est ravis d'être là. Donc, pour commencer, félicitations pour ce prix. Qu'est-ce que représente pour vous la reconnaissance de la part du jury de Garrity? Je te laisse l'honneur. C'est toujours un honneur évidemment et un plaisir d'être récompensé par un jury international, voilà, à la fois pour l'agence et pour nos projets plus particuliers, on va en parler plus tard. Et puis voilà, ce prix, il a une saveur un peu particulière. Alors moi, en tant que femme, forcément, mais toi aussi, j'imagine. Un jury essentiellement féminin, c'est toujours, voilà, c'est un regard un peu nouveau sur notre travail. Et puis, en tant que femme dans le monde de la publicité, d'être récompensée par des grandes dames de la publicité ou du secteur de la communication avec des carrières aussi inspirantes, voilà, c'est très particulier. Ouais, je vais pas redonder, mais c'est vrai que c'est un jury qui, comme le disait Mathilde, en effet est particulier. Aujourd'hui, c'est surtout devenu un jury qui est très prestigieux. On est ravis, en effet, de recevoir ce prix. D'abord pour les deux campagnes qu'on représente l'un et l'autre, dont on va se parler juste après, mais aussi le prix de l'agence de l'année. Aujourd'hui, les Guerretti, c'est un award qui compte, qui fait partie désormais du panorama parmi les autres grands awards de la publicité. Donc on est ravis d'avoir été primés et puis voilà, on est content pour nous et pour toute l'agence, bien sûr. OK, donc regardons d'abord le reel avec les campagnes, nous parlerons après. Ok. A running store in Paris allowed customers to steal shoes if they could out. Sportswear is the biggest hype right now. So, people would do anything to get items, which leads our store to sell out in minutes. But most of them only wear them to do that, instead of doing this. As a running store first, we wanted to bring sport back into sportswear. So on the 13th of September, we decided to drop an exclusive access. Distance presents Rob It to Get It. For one day, we made our most wanted items available for free. The only thing you had to do was rob them. Oh, wait. There was just one condition. To run faster than the security guard we especially hired. That way, only the true runners could get them. After more than 100 attempts, only 2 people managed to get away. But then, things got out of control. A running store in Paris allowed customers to steal shoes Un if bon they coup marketing pour promouvoir le sport. And last but not least, Michael Johnson, l'extraterrestre. all this for the price of only 2 pairs of shoes. Yes, it definitely was a robbery. Papa? Papa, je sais que tu m'entends. Tu t'inquiètes pas, on est là, on est près de toi. Il y a les enfants qui sont là aussi. Et tu sais quoi? Antonin, il va te jouer ton morceau de violon préféré. Mais vas-y, Antonin, tu joues. Il y a ton fils qui est arrivé.
Il est en retard, mais il est là. Alors voilà comme on est tous là, mais moi je voulais te dire, mon petit papa. Ça y est. Arrête de jouer, Antonin. Joue. Papa? Ça y est. Non, Antonin, arrête de jouer. Là. Papa? C'est abusé. Greetings from la banlieue. Superbe carte postale pour montrer la banlieue. Préjugés. Midjourney just rolled out a brand new update. Greetings from la banlieue, une campagne really cool AI avec des images qui, elles, représentent réellement la banlieue. Sont dénoncés par Itch. Donc, la première campagne, Rub It to Get It, pour Distance. Et racontez-nous comment est née cette idée. Alors, je peux vous en parler. C'est une idée qui est très particulière. D'abord, Distance, pour vous planter un peu le décor, c'est une petite boutique de running qui est dans Paris et qui a déjà fait parler d'elle lors d'une opération qu'on a fait pour eux il y a 2 ans, au moment du passage aux 30 km/h dans Paris, où on avait fait une super opération qui, au-delà d'avoir fait beaucoup parler d'elle à Paris et en région parisienne, nous avait permis de monter de nombreuses fois sur scène pour aller chercher des petites statuettes. Donc cette marque Distance, on avait réussi à l'époque à la faire exister par cette opération. Et cette année, on s'est lancé dans une seconde OP.
parce que c'est une boutique qui a beaucoup de personnalité, mais qui a forcément le défaut de sa taille. C'est une petite boutique qui a moins de moyens que toutes les grandes marques qui ont, elles, des shops de 500 mètres carrés partout autour dans Paris. Donc, on s'est posé une question assez simple, hein. Comment réussir à faire du bruit, à faire parler en positif de cette boutique et de son expertise avec un budget quasiment de zéro. Donc à partir de là, on a essayé de se baser sur un des fantasmes que peuvent avoir tous les gens qui se baladent dans des boutiques, c'est bah, et si finalement la paire de pompes, la super veste ou la fringue que j'adore dans cette boutique, je pouvais l'avoir gratuitement, je pouvais enfin la voler. Donc, on a permis à des gens qui se baladaient dans la rue de venir voler gratuitement des paires de chaussures et on y a mis une condition. Cette condition, elle était évidemment au cœur de l'ADN de distance. Cette condition, c'était de réussir à courir plus vite que le vigile. Et le vigile, c'était quelqu'un de connu en France, que c'est un coureur, un athlète qui s'appelle Michael Zézé, qui est un des coureurs de l'équipe de France de sprint qui a été ravi de participer à l'opération et qui s'est prêté au jeu pour essayer de courser les vrais faux voleurs. Voilà. Et quels ont été les défis les plus importants? Bah, le défi le plus important quand on fait une opération de ce genre, d'abord, il y a ce qui s'est passé sur place. Donc, on avait quand même un enjeu à faire parler de l'opération, à faire en sorte que les gens viennent et aient envie de participer. Il y avait un petit défi de sécurité malgré tout, parce qu'on avait quand même une forme de contrat avec distance où si il y a 300 personnes qui rentraient dans la boutique, qui pillaient la boutique, nous, on allait avoir des ennuis derrière. Donc, un petit enjeu de sécurité pour faire en sorte que ça reste un jeu qui puisse être bon enfant. Et puis après, nous, on a quand même souhaité que cette opération, elle soit pas montée de toutes pièces et qu'elle soit faite de manière réelle. Donc, il y a vraiment des personnes volontaires qui ont essayé de tenter leur chance, comme à la fête foraine. Est-ce que je réussirai à courir plus vite que le champion? Donc, on l'a faite comme ça. Et lui, il s'est éclaté parce que, évidemment, il court plus vite que tout le monde. Mais il y avait des petits malins qui réussissaient à passer sous des obstacles pour essayer de le semer. Donc, voilà, de mémoire, il y en a deux qui ont réussi à partir avec une paire de chaussures. Et puis les autres ont tous été rattrapés. Donc ça, c'était, on va dire, l'enjeu sur la tenue événementielle de l'opération. Et puis ensuite, il y a presque le plus important pour distance, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de marketer ce qui s'est passé pour faire en sorte de le diffuser au plus grand nombre et de faire en sorte que ce qui s'est passé dans une petite boutique parisienne puisse avoir un écho à l'international. Et donc là, bah, d'abord, quelque chose qu'on a maîtrisé de toutes pièces, c'est l'objet créatif, le film et la campagne qu'on a fait de cette opération, avec le film, avec quelques visuels print. Et puis ensuite, il y a la magie de la communication RP, où bah, on peut se dire les choses de manière assez honnête. Dans les RP, il y a besoin de préparer un maximum de choses pour faire en sorte que les bons éléments de langage soient transmis. Et puis ensuite, il faut une part de chance et une part de magie de l'opération. Et on a eu les trois en même temps parce que cette opération, elle s'est retrouvée en 15 jours dans tous les late shows américains. Encore une fois, avec ce fantasme très US du vol dans les boutiques. Et puis, moi qui suis fan de sport, il y a Michael Johnson, qui est un des plus grands coureurs de l'histoire de l'athlétisme américain, qui a tweeté sur la campagne. Donc, La ça consécration. nous a suffi pour être heureux. Donc, vous avez un super bon feedback, en tout cas. Ouais, exactement. Ouais. Et tu as un peu parlé, mais quelle a été la réaction de Michael Zezé quand vous lui avez expliqué la campagne? Quelle a Bah, été sa première réaction? Bah, c'était intéressant parce que, en fait, ces athlètes, ils sont pas habitués à participer à des opérations de promotion aussi particulières. Et ce qui lui a plu dans l'opération, c'est, bon, déjà, c'est quelqu'un qui a un peu d'humour et de second degré, qui a besoin de visibilité parce qu'aujourd'hui, les athlètes qui sont pas encore mondialement connus, ils ont tous des besoins de se montrer, de se faire voir, pour avoir plus de sponsors et pour faire en sorte d'être les porte-voix de leur discipline. Donc lui, se mettre en scène dans un objet publicitaire un peu rigolo, dans lequel il va montrer que ses skills à lui, c'est la course et le sprint,
C'était parfait. Donc, il a fallu le briefer parce qu'on lui a dit, écoute, tu vas te retrouver à devoir courser des gens qui volent des paires de chaussures dans la rue. Donc, c'était pas tout à fait habituel, mais il a adoré. On a passé un très bon moment et depuis, on est tous restés en contact avec lui et on l'a suivi de très près aux Jeux Olympiques récemment à Paris. Hmm. Et j'ai lu dans un article qu'il a réussi à dévancer pas moins de 74 voleurs et que deux Exactement. clients se sont échappés. Et vous avez quelque chose à propos de ces deux clients? Bah, en fait, les deux clients qui se sont échappés, c'est deux personnes bon, qui couraient plutôt très vite de base, Ah, mais qui ont été malins parce qu'ils avaient sans doute un peu repéré les lieux et le quartier. Et en fait, ils ont réussi à le semer par d'autres leviers que la vitesse. ok. Ils ont réussi à passer discrètement derrière une voiture, à éviter une poubelle qui était placée au milieu. Et donc, bon, c'est comme ça que ils ont réussi à semer le grand sprinter. Voilà. Et donc, la deuxième campagne, Papa, pour Canal+, petit format, grande histoire et le claim du Festival international de court-métrage de Clermont-Ferrand, donc Canal+ est partenaire. Et comment avez-vous pensé à cette idée? Alors, comment on y a pensé? C'est, enfin, je vais reprendre quelques mots de Mathieu qui sont assez intéressants. Le côté magique, en fait, ces idées-là, c'est des idées proactives et c'est des petits miracles en fait parce qu'elles pourraient ne jamais exister, elles ne pourraient jamais sortir parce qu'elles sont pas dans la ligne de route du client, parce que il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas les faire. Et donc voilà, c'est pour ça que quand elles finissent par exister et qu'elles sont aussi, elles ont autant de succès que Papa, on se dit qu'il y a une petite part de miracle dans tout ça et ça rend le projet encore plus savoureux. En fait, l'idée de l'histoire de Papa, elle est née dans la tête d'une directrice de création à l'agence qui s'appelle Christelle Young, qui connaît très bien la marque Canal+, puisqu'elle a bossé à plusieurs reprises sur ce sujet, en particulier sur la thématique du cinéma et le fait que Canal+ soit un long partenaire du cinéma français, partenaire historique, partenaire unique, enfin le plus grand partenaire du cinéma français. Et elle a eu cette idée, je ne vais pas dire qu'elle l'a écrit sur un coin de table, mais limite, avec Dario Fo, qui est le réalisateur du court-métrage. Ils avaient envie de faire un court-métrage pour Canal+, et pour promouvoir le fait que Canal+ soutient le court-métrage autant que le long-métrage. Voilà. C'est un propos qu'on ne tient pas beaucoup, parce que c'est pas prioritaire forcément pour Canal de raconter ça, c'est assez B2B, etc. Et donc, ils sont venus avec cette idée, avec ce script. Ils l'ont présenté, ils nous l'ont présenté à Stéphane Xiberas et moi, donc Stéphane, le président de l'agence, évidemment, qui, avec son flair et son talent, a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose d'unique dans cette histoire, à la fois évidemment sur l'humour, sur le fait que ça colle parfaitement à l'ADN de Canal+, le format aussi, qui était très nouveau, hein. Faire un court-métrage publicitaire, c'est quand même assez dingue. Et puis le propos, voilà, qu'on n'avait pas tenu depuis un certain temps, le fait de raconter le soutien de Canal au cinéma. Et donc voilà, on l'a raconté un peu entre deux portes à nos clients qui, grâce à cette relation de confiance qu'on a depuis des dizaines d'années avec Canal, puisqu'on travaille ensemble depuis très 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 longtemps, a fait qu'ils nous ont suivis. Donc voilà, c'est une belle histoire. Un an après la sortie, voire plus maintenant, un an et demi, on se retrouve là, mais voilà, ça aurait pu ne pas exister et c'est ça qui est encore plus beau. Et le casting est très réussi dans ce spot avec un incroyable jeu d'acteurs. Et comment les avez-vous choisis? Alors, on les a choisis. On part toujours un peu des contraintes quand on fait un projet comme ça. Là, les ressources financières sur ce projet étaient quasiment nulles, je vais dire, puisque c'est un sujet proactif, encore une fois. Donc les ressources sont très limitées. Enfin, je ne vais pas te donner le budget du film, mais vous seriez tous très étonnés, je pense, de savoir combien ça va coûter. Et donc, quand on part d'un budget restreint, on se dit sur quel poste il faut mettre le poids du corps, hein. Et c'est vrai que le casting, c'est la chose la plus importante. Et on a eu de la chance, en fait. Bon, alors déjà, le travail du réalisateur et de la production a été extraordinaire. Ça part d'un bon réalisateur, un bon casting aussi. Et puis, on a eu de la chance parce que le format du court-métrage nous a permis d'accéder à des acteurs et des talents qui ne travaillent pas forcément en publicité d'habitude. Et donc, beaucoup de gens du théâtre. Hmm.
est assez rare en pub. Et donc, voilà, le théâtre permet aussi d'avoir une espèce de, je ne vais pas comparer les types d'acteurs, mais une espèce de sensibilité un peu plus, peut-être subtile que les acteurs de publicité qui sont habitués à, en 30 secondes, devoir délivrer un message. Donc, avec un. Voilà, c'est deux genres différents, mais c'est vrai que les acteurs étaient extraordinaires, je suis d'accord avec vous. Ça fait tout le sel du film. Ouais. Et tu as un peu parlé de ça, mais il y a plusieurs spots pour Canal+ dans ce même esprit qui ont été récompensés dans les festivals au long des années. Et quelle est la clé de la relation PTC Canal+, parce que ça fait des années que vous travaillez avec eux? Ah ouais, ça fait des années. C'est très actuel comme question parce que il se trouve que cette année, l'agence BETC fête ses 30 ans et Canal+ fête ses 40 ans. Et ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble. Depuis qu'on existe, Canal+ et BETC travaillent ensemble. Alors je dis on, moi j'étais pas là hein, au début, mais voilà. Euh, donc en fait, cette longévité, je pense qu'elle est, faudrait regarder, mais elle est exceptionnelle. Je pense qu'elle est limite unique dans le monde de la publicité mondiale. Enfin voilà, c'est assez dingue comme relation. Le secret, bah, je sais pas, je pense que c'est comme un couple, hein, un vieux couple. Il faut de la confiance, il faut de la communication. On se parle beaucoup. On est quasiment une seule et même entité hein, avec nos clients Canal. On est au courant de tout leur business. On discute de leurs enjeux stratégiques. Voilà, on est très, très, très proches. La confiance, parce que c'est vrai que voilà, quand il faut nous suivre sur des idées un peu dingues, notre historique nous permet aussi d'avoir une crédibilité et voilà, ils nous suivent et ils sont confiants dans le talent créatif de l'agence. Et puis, je pense que pareil, comme dans un couple, faut continuer à se surprendre et ne pas tomber dans la routine. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on a une recette qui marche bien sur Canal et qu'on pourrait répéter indéfiniment, mais en fait, notre enjeu, et c'est vraiment le plus difficile, et ça peut paraître facile, mais c'est très challengeant, c'est de toujours se renouveler, alors même qu'on a des recettes qui marchent. Et de pas se dire on va refaire la même chose que l'année dernière, toujours se réinventer, trouver des nouveaux formats, trouver des nouvelles façons de dire les choses. Donc voilà, la surprise, la communication et la confiance. Et la troisième campagne est Hitch, Greetings from la banlieue. Et comment est née cette idée qui est complètement différente au reste, mais bon. Ouais, je peux vous parler un peu de Hitch. Je fais un rapide retour en arrière pour situer le contexte, que c'est important de placer cette campagne dans le contexte qu'a Hitch. Donc Hitch, c'est le concurrent de Uber à Paris. C'est une marque qui est née en France, qui est née en banlieue parisienne et qui fait près de 80% de ses trajets depuis la banlieue ou à destination de la banlieue. À partir de là, donc nous, on travaille pour Hitch depuis un peu plus de 2 ans. On a monté une plateforme de marque et une plateforme de communication avec eux qui plaçait Hitch comme le proud sponsor de la banlieue parisienne. Avec d'abord un premier film, une première campagne qui était une campagne de combat pour aider la banlieue parisienne à lutter contre les stéréotypes de genre et les stéréotypes de représentation qu'on peut voir sur la banlieue dans les médias français, qui existent depuis quasiment l'existence de la télévision. Donc aujourd'hui, malheureusement, quand on allume sa télévision et qu'on parle de la banlieue, on voit beaucoup plus d'émeutes, de voitures qui brûlent et de problèmes que de toutes les choses positives et sympathiques qui se passent dans ces territoires. Donc ça, c'était une première campagne qui était un joli film qui était là voilà, pour casser les stéréotypes véhiculés par les médias et par les journalistes depuis 30 ans. Et puis ensuite, on a tiré ce fil-là et puis on est allé faire des essais sur les plateformes d'intelligence artificielle générative. Et on s'est rendu compte, sans grande surprise finalement, que tous les clichés véhiculés par les médias et par le web d'une manière générale, bah, assez naturellement, ils s'étaient retrouvés embarqués dans les intelligences artificielles et que le simple fait d'ajouter le mot banlieue sur un prompt d'IA générative transformait radicalement les images pour les faire passer de scènes de joie à de scènes d'horreur, de scènes très sympathiques et bucoliques à des scènes où il y a des voitures qui brûlent. On tapait anniversaire d'enfant à Paris et on voyait un joli petit anniversaire très mignon avec un immeuble haussmannien et du soleil derrière. Et puis on rajoutait le mot banlieue et d'un coup, le pauvre gamin, il avait une chemise déchirée, l'immeuble derrière lui était en train de s'effondrer. Donc tout ça dans une caricature géante et extrêmement flippante
finalement pour tous les gens qui vivent dans la banlieue parisienne chaque jour. Et donc, on s'est donné une mission un peu folle qui était de réussir à notre niveau d'agence et avec Itch, qui reste une petite marque, de réussir à infléchir l'algorithme de Midjourney et de faire en sorte de remettre de la réalité et du positif dans la base de données de Midjourney. Donc, on a envoyé des photographes partout en banlieue pour prendre des dizaines et des centaines de photos de la réalité de la banlieue, avec toute sa diversité culturelle, ethnique, architecturale. Et ça nous a donné une base de données d'environ 10 000 photos qu'on a envoyées à Midjourney pour faire en sorte qu'ils l'acceptent et qu'ils l'ajoutent dans leur base de données. Et pour être sûr qu'ils reçoivent le message, on leur a transmis d'une manière un tout petit peu particulière pour être sûr qu'ils ne passent pas à côté du mail. On a mis toutes ces photos sur des cartes postales qu'on a fait signer de la main de tous les habitants de la banlieue et on leur a envoyé des dizaines et des dizaines de cartons de cartes postales dans leur bureau à San Francisco jusqu'au jour où, 3 semaines après, je crois environ, on a reçu un message de Midjourney qui nous a dit: bien reçu les amis, on est conscient de la présence de biais de représentation dans notre outil. Et on est prêt à collaborer avec vous pour faire en sorte, même si ça reste à une échelle qui est relativement raisonnable, de faire en sorte d'ajouter vos photos dans notre base. Et donc, depuis cette opération, ce serait mentir que de dire qu'on a changé complètement la phase de l'IA générative, mais en tout cas, sur ce territoire de la banlieue qui est très important pour les Français et pour les Franciliens, bah, on a fait en sorte que la représentation soit beaucoup plus positive. Voilà pour Greetings. Et puis, je pense que c'est une prise de conscience globale de la caricature que peut amener l'IA, en fait. Et cet écueil-là, il faut qu'on soit très vigilants là-dessus, tous, je pense. Ouais. Oui, parce que ça doit pas être juste le cas peut-être que pour la banlieue parisienne, mais dans d'autres pays aussi autour du monde. Et justement, est-ce que ça va devenir plus et plus important de s'adresser aux biais de l'IA? Est-ce que la pub peut aider à ça? Bah, la pub peut forcément aider parce Ouais. que, en fait, même au-delà de l'intelligence artificielle, nous, on a déjà une responsabilité qui est de ne pas véhiculer de stéréotypes dans nos campagnes, même si on oublie l'intelligence artificielle. Donc déjà, d'une part, il y a de plus en plus de règles, mais au-delà des règles, nous, on est là pour anticiper ces règles-là et faire en sorte d'avoir une représentation de la société qui soit la plus réaliste possible et qui se fasse sans aucune caricature. Et forcément, bah, quand on en vient à l'IA, c'est presque encore pire parce que on arrive à un moment avec un outil qui peut paraître un tout petit peu incontrôlable. Et si nous, publicitaires, on commence à faire n'importe quoi avec l'IA, on ouvre des portes qui sont bien trop dangereuses pour le reste des gens. Voilà. Et quels sont aujourd'hui les plus grands défis auxquels vous êtes confrontés dans vos métiers ou qui Moi, confrontent je les pense industries créatives selon vous ici en France ou partout? Pour rebondir et pour faire suite à ce qu'on vient de dire, je pense que on se parle beaucoup d'inclusivité dans la publicité, de diversité, etc., de représentation de tous et toutes. Je pense que nous, notre défi, c'est à la fois d'y répondre, mais de ne pas tomber effectivement dans la caricature, donc d'y répondre de façon sincère, authentique, pas forcée, pas forcément trop accentuée parfois, tout en restant visible. Donc, il y a une espèce d'équilibre à trouver là-dessus pour à la fois répondre aux attentes des jeunes générations surtout, mais de tout le monde, hein, qui est de représentation plus fidèle à de la société dans la publicité, sans tomber dans l'excès non plus, qui pourrait être mal interprété. Voilà, je pense qu'il y a une espèce de brèche à trouver là-dessus qui est assez sensible, mais qui est très importante à traiter. Ouais, et puis peut-être j'ajouterais quelque chose d'un peu plus trivial. En fait, bon, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'en effet, on l'a tous vu hein, dans les jurys publicitaires. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de place aux projets qui ont un impact direct sur la société, sur l'environnement, et je pense que c'est bien et que c'était nécessaire. Euh, Mathilde parlait d'équilibre. Je pense que l'équilibre, il doit aussi venir de plus de divertissement. Ouais. C'est marrant parce que finalement, alors je mets peut-être de côté la campagne Itch qui est plus sérieuse, mais les deux premières campagnes dont on a discuté,
c'est des morceaux de divertissement. C'est des objets qui sont là pour faire plaisir aux gens, pour leur changer les idées. C'est des objets publicitaires avec un peu d'humour, avec un peu de légèreté. Et je pense qu'on est quand même une industrie de la culture et qu'on a dans notre job aussi une mission qui est de faire lever les yeux aux gens, de les faire sourire et de leur changer un petit peu de ce qu'ils peuvent trouver en allumant le journal télévisé le soir. Donc, plus de divertissement, je pense que c'est très bien. On a vu qu'il y avait le retour, même si c'est une petite sous-catégorie, d'une sous-catégorie humour au Cannes Lions. Voilà, je pense que c'est un signal qui est plutôt positif pour que on sache être sérieux quand il faut être sérieux et quand Et les sujets le léger. sont, mais qu'on sache être beaucoup plus léger Mm. quand il faut aussi. Voilà. Et juste pour la petite note, chez Guerretti, ça fait des années que nous avons cette catégorie, mais bon. Donc, c'est cool. Bah, Et sinon, bah, pour finir, c'est très bien. Très quelles bien. sont les tendances créatives que vous trouvez les plus intéressantes et comment attendez-vous les appliquer dans les futurs travaux chez BTC et quels sont les désirs du futur pour l'agence? Mhm. Quelle question difficile. Non, mais en fait, j'essaye c'est une question qui n'a pas du tout été préparée, mais je suis sûr qu'on va trouver des choses très intelligentes. Non, en fait, bon, il y a un truc qu'on va pas vous apprendre, évidemment, mais que le format vidéo reste, quoi qu'on en dise, le format maître sur un certain nombre de nos objets. Donc, pour nous, tous les jours, il y a un enjeu à faire en sorte de se renouveler, à trouver des nouvelles formes, à trouver des nouvelles exécutions. Donc, sur la campagne Canal dont on vous a parlé, je pense que le format court-métrage, le fait d'aller chercher un réalisateur et une équipe qui vient pas forcément de la publicité, c'est aussi des choses qui sont très intéressantes. Donc, pour nous, l'enjeu, c'est de continuer de faire notre métier de curateur de contenu et d'aller regarder ce qui se fait dans d'autres industries, d'aller chercher des talents qu'on n'a pas encore vus dans le métier pour faire en sorte que la 2 millionième vidéo qu'on va montrer à des gens, elle continue de les surprendre. Et c'est pas évident. Alors, c'est pas exactement une tendance, mais peut-être que j'ai répondu De en toute partie à façon, il ne votre faut pas question. tomber dans les tendances, parce que les tendances, elles passent et qu'il faut... Ah, justement. Oui, voilà. Et puis après, il y a évidemment le chantier de l'intelligence artificielle et de l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos métiers. On en a parlé, mais évidemment, on est tous concernés. On essaye de l'appréhender calmement chez BETC, c'est-à-dire sans se précipiter dans des process qui seraient très vite obsolètes ou qui correspondraient pas forcément à notre industrie. Donc voilà, on l'étudie, on y travaille, mais calmement, voilà. Et pour que ce soit une aide et un outil supplémentaire plutôt que un remplacement de certaines tâches. Voilà. Ok, bon, merci beaucoup pour ce temps partagé avec nous et félicitations encore pour votre prix. Merci. Et on attend avec impatience vos prochains projets. Bien sûr, Merci à l'année beaucoup. Avec prochaine. grand plaisir. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup. Salut, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.